de, de sortie de personnes ayant apporté des contre-vérités, si on peut le dire ainsi, à ce qui avait toujours été considéré, ou alors à l'endroit de ceux qui avaient toujours été considérés jusqu'ici comme des héros pour nous. On a vu ces gens-là être mis à même le sol. Voilà, c'est nettement plus mieux. Merci, Monsieur Dupont. Donc, j'étais de disant qu'on a observé à l'instar de certaines personnes comme Monsieur Limbi Lobé, qui a foulé au sol la mémoire d'un héros national à la personne d'Ernest Ouandié, et je pense que ça a choqué beaucoup de monde. Et il faut dire qu'il est important de remonter pour que les gens comprennent pourquoi ces sorties-là. Il est important que certaines personnes comprennent déjà d'où est parti l'UPC ou alors les causes défendues par l'UPC et le débouché sur le maquis. C'est la raison donc principale de notre rencontre ce soir. Monsieur Jean-Pierre Dupont, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous vos invités et participants. Est-ce que le son est agréable? Oui, là on vous attend, Monsieur Dupont. Oui, la dernière fois on avait un problème. Monsieur Dupont. Allez-y. C'est vrai que là, le micro il s'entrecoupe un peu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est un peu éloigné de. Et ça va nettement? Voilà, là c'est mieux, Monsieur Dupont. D'accord. Alors, Monsieur Dupont, oui, je vous propose, Monsieur Dupont, pour une mise en bouche, de refaire un petit revirement sur l'actualité camerounaise avant de revenir à l'essentiel même de notre sujet. L'actualité qui porte sur, primo, la victoire des Lions indomptables. D'aucuns pensent, Monsieur Dupont, que le football ne participe pas à la construction d'un pays. Nous avons été tous contents, nous étions émus de voir les Lions remporter cette victoire 3-1, je crois, sur la Libye. Et il faut dire que ça participe davantage à la qualification des Lions à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez, Monsieur Dupont, que malgré cela, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur le développement ou le football a un impact sur le développement d'un pays, et en particulier le Cameroun, dans le cadre de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe nationale de football? Vous me posez une question à plusieurs volets. Il faut faire un retour en arrière. C'est ce que commande votre question. Quand on accède à l'indépendance, le football est déjà très important. Vous m'avez l'intitulé de l'émission, c'est la naissance de l'UPC. Voilà, je n'anticipe pas sur le sujet, mais c'est la question que vous me posez qui commande cette réponse. L'UPC a été créé le 10 avril 1948. Mais la Dynamo de Douala a vu le jour à cette même époque. C'est une création politique. La Dynamo de Douala est à l'image de l'UPC. Dans toutes les familles du Cameroun, il y avait des UPCistes. C'est pour ça que Nobel disait que l'UPC était l'âme éternelle du peuple camerounais. Et il voulait que la Dynamo fût le pendant de ce qu'a été l'UPC sur le plan politique. Il disait qu'il faut occuper la jeunesse, parce qu'une jeunesse oisive est corruptible. Il faut l'occuper. Et Dynamo, c'était dans la dynamique des pays de l'Est, parce que l'UPC avait un ascendant communiste. Nous allons en venir tout à l'heure. Quand vous voyez la Dynamo de Douala, vous allez voir la Dynamo de Kiev. Parce que l'Ukraine faisait partie des 15 États ayant constitué la Fédération de la Russie, l'Union soviétique, j'entends. Dynamo de Moscou, tous ces gens-là. Donc, la Dynamo a été créée dans cet esprit. Donc, le football a toujours de tout temps eu une portée politique au Cameroun. Aïdio, qui admirait secrètement l'UPC, la preuve, il va nommer son parti l'UNC. Entre l'UNC et l'UPC, il n'y a que la lettre N qui change. Donc, il va capter cette idée. Et même quand on parle des réalisations d'Aïdio, ce sont des projets de l'étranger. Donc,
c'est une idée qu'Aïdio a volée à l'UDC. Il a supprimé le multipartisme. Parce que le multipartisme existait au Cameroun. Lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, c'est un système parlementaire avec plusieurs partis. La semaine dernière, je vous ai dit ici même que Mathieu Ndjomessi était arrivé troisième. Les paysans libéraux de l'Ouest. Donc il y avait le multipartisme au Cameroun. C'est Aïdio qui va le supprimer en 1966 en moulant de façon arbitraire tous les partis politiques au sein d'une seule formation qui s'appelait l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Et c'est ce parti que Paul Biya va capter pour changer d'appellation en 1985, ce qui va donner le RDPC. Donc Paul Biya n'a jamais créé de parti. Alors, vous voyez que vous m'interrogez sur le football et on revient inévitablement sur la politique. Donc, Aïdio, constatant qu'il avait supprimé le multipartisme, pour attirer l'attention des Camerounais ailleurs, on va donner une prééminence au football. Mais le football voulu comme ciment de l'unité nationale. Vous voyez que les Camerounais, c'est la seule chose qui les unisse, où on ne parle pas de tribalisme, c'est le football. Donc, le Cameroun va assister, parce que l'Africa Foot a véritablement vu le jour en 1960, avec l'appellation que nous connaissons. Mais avant ça, c'était l'association camerounaise de football, 58-59. Le premier président s'appelait Amos, Ngako Amos. Il sera remplacé par Ibrahim Bombo Njoya, futur sultan de Bamon. Et le Cameroun va prendre part à la toute première phase finale de la CAN en 70 au Soudan. Et généralement, quand on organise ces histoires, on connaît le pays qui accueille la prochaine édition. Donc quand on finit cette compétition, on ne sait pas qui va en accueillir la 8e édition. La 7e édition était au Soudan. Et Momo Njoya, qui était vice-ministre des Sports, il lève la main sans avoir référé à sa hiérarchie. Et donc, il obtient que le Cameroun organise la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais simplement, il n'a pas consulté sa hiérarchie. De retour au Cameroun, il va être limogé pour faute grave. Mais comme Aïdio tenait à ce que la parole du Cameroun soit respectée, il dit, bah là, vous vous êtes engagé au nom du Cameroun, donc nous allons respecter la parole que donne le Cameroun. Donc, on organise la CAN en 78 au Cameroun, en 72, pardon. J'avais 8 ans. Il y avait un problème. Aïdio est fâché parce que les caisses sont vides. Le dernier chef historique de l'UPC, Ernest Wenji, a été exécuté une année plus tôt, en 71. Donc nous sommes en 72. On n'a pas d'argent. Une année plus tôt, on a organisé une compétition sur les francophonies, etc. Donc il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de stade. On va construire le stade Amadou Aïdio à cette occasion. On va construire le stade de la réunification à Douala à cette occasion. On va commencer à construire des hôtels à la Vallée. Parce que les seuls hôtels que vous avez à Yaoundé, c'est l'hôtel des députés, c'est l'hôtel de l'indépendance. L'hôtel de l'indépendance, c'est là où vous avez actuellement le palais des sports, le palais des congrès. Le palais des congrès. Voilà, il y avait un hôtel là-bas qui s'appelait l'hôtel de l'indépendance. Donc, on va commencer à construire tout très très vite. Et ensuite, on va avoir un autre problème. Le tout premier ministre des Sports au Cameroun s'appelait Michel Djensi. Il était vice-ministre de l'Éducation nationale. C'est quelqu'un qui avait fait ses études en Europe. Il est revenu plein d'idées, bouillonnant d'idées. Et quand on l'a nommé ministre des Sports, c'est le tout premier, il dit qu'il va détribaliser le football. Parce que les équipes avaient des affinités tribales. À Yaoundé, on avait le Tonnerre Kahara, c'était l'équipe des gens de Longana, on avait le canon de Kondongo, bien qu'ils aient eu le même créateur. C'est la même personne qui a fait le canon et le Tonnerre. Au Banzé, un ami de Paul Biya, il va faire le canon, équipe de Kondongo, on va faire le Dragon de Yaoundé, je crois l'équipe de Bassa, on va faire le Lion de Yaoundé, etc. Les équipes avaient des connotations tribales. À Douala, on a la Dynamo, qui est l'équipe de Bassa, on a le Dragon, qui est l'équipe de Naoussa, on a l'Union de Douala, qui est l'équipe des Baniliken de la diaspora, etc. On va avoir des équipes comme Léopard Banabanjo,
qui est l'équipe de Jean de Gaïdo. On a Caïman, Aqua, on a Oris, comme on a Prison, etc. Ainsi de suite. À Fumban, il y a un cas emblématique. Il y a une équipe de la diaspora bamileke à Fumban qui s'appelle Union. Et il y a une équipe de Bamou qui s'appelle Serpent. Alors, ils vont faire une fédération. Ça va devenir fédéral de Fumban, etc. Donc, il dit il va détribaliser le football en qu'on change le nom de l'équipe. Donc, Aïdjo est en visite au Nigeria. Il revient, il atterrit à Douala. Impossible d'atterrir. Les gens sont couchés sur la piste, ils sont pas contents. Donc, il dit au pilote d'aller atterrir à Yaoundé. Et il demande aux gens, mais qu'est-ce qu'il y a? Venez, je vais vous recevoir. Les gars ont exposé leur rêve. On va licencier le ministre en pleine trahison. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Le journal à la radio, le journal parole. Donc, le football a toujours été voulu comme un instrument de ciment politique en dehors des arrière-pensées politiques qui ne s'existent pas. Mais c'est le moment où les Camerounais se réconcilient. Mais avec l'arrivée de Samuel Eto'o à l'Afrique, ça prend une autre tournure. Ça divise les Camerounais en plusieurs blocs. Parce qu'il y en a qui pensent que critiquer la moindre action de Samuel Eto'o, ça veut dire qu'on ne l'aime pas, ou alors on n'aime pas les Bassards. Ce n'est pas mon opinion, mais j'observe, je suis un analyste, anthropologue, dont j'analyse les choses froidement, avec beaucoup de lucidité. Et il y en a qui sabotent aussi Samuel Eto'o, qui pensent que si Samuel Eto'o réussissait en Afrique Foot, ça lui donnerait un parchemin politique, etc. Voilà ce que les uns et les autres pensent. Voilà. Et voilà, quand la politique se mêle du football, ça donne cela. Moi, j'ai vu pendant la CAN des gens qui priaient pour battre le Cameroun. Pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, parce qu'ils se disent que oui, si le Cameroun gagnait, ce serait une exploitation de Samuel Eto'o. Inversement, il y a des gens qui pensent que si le Cameroun gagne, Paul Biya va s'en prévaloir. Parce que il joue de ça comme une arme. Parce que tout le monde sait que le vrai président africain s'appelle Paul Biya. Que le vrai président, le vrai entraîneur du Lion de longtemps s'appelle Paul Biya, etc. Donc, c'est pour répondre à la question que tu me poses. J'observe ces choses de façon scientifique et clinique. Voilà où nous en sommes. Et ça me rappelle un ami congolais. À l'époque, on disait Zaïre. Il disait, je lui ai posé la question de savoir pourquoi le football n'allait plus au Congo. Parce que nous grandissons, ça, la première équipe africaine à assister à une phase finale au Coupe du Monde, c'est Zaïre, en 74, année des 10 ans. Et il y avait des grands joueurs dont nous nous inspirions, on prenait leur prénom, Kakoko, Mayanga, etc. Je lui ai dit, mais pourquoi ça marche plus? Il m'a donné une réponse que j'applique au Cameroun. Il m'a dit, tout est lié à la politique. Quand la politique ne marche pas dans un pays, absolument rien ne marche. Parce que tout se tient. Et voilà la réponse que je vous donne. Donc, il faut dire que dans le cas du Cameroun, le football a plus tous ces derniers temps divisé qu'uni et a plus plutôt servi à, si je peux utiliser l'expression, plutôt à rabaisser ou à diminuer le pays plutôt qu'à l'élever. Non, mais le football n'opère pas dans un environnement hors sol. J'ai souvent dit, il n'y a pas un pays au monde qui s'appelle l'Afrique Foot. L'Afrique Foot est dans un pays. Oui, c'est un des membres de la FIFA. Mais elle obtient son agrément de l'État du Cameroun. Alors, opérant au Cameroun, dites-moi une seule chose qui marche. C'est ce qu'on peut déplorer de l'Afrique Foot. On peut le déplorer pour quelque chose. Nous, de notre école, nous sommes allés à l'école sur radio. Quand nous arrivions en France, on était meilleurs que les écoliers français de notre niveau. Je suis arrivé en France au collège d'Angoulême. En une journée, on m'a changé 3 classes. Voilà. C'est-à-dire, partant du Cameroun avec niveau 4e, je me suis retrouvé en première en une journée. On me met là, je dépasse tout le monde, on me remet là, etc. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, tout fout le camp. Moi, j'ai des neveux qui passent la licence, mais quand ils vous écrivent, c'est truffé de fautes de syntaxe, etc. Aller dans les hôpitaux où nous avions les meilleurs médecins. Les gens venaient de France pour se soigner au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un système de liste d'attente. Et donc, les surplus, on venait les soigner au Cameroun. Alors, dites-moi, ce qui marche au Cameroun, en dehors de la prostitution, en dehors
de la corruption, en dehors du trafic d'organes, en dehors de la dépravation de l'Est. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Voilà. Donc la FECAFOOT est à cette image. Rien ne marche. Donc le problème, c'est un problème politique. Voilà, le problème est politique. Vous n'allez pas prendre... Parce que tout fonctionne selon les calculs. Qu'est-ce que Iya Mohamed fait en prison? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a nommé Rigobert son entraîneur? Sur quelle base? Sur la base de quels critères? Pourtant, c'est mon ami à la ville. Mais vous m'invitez en tant qu'analyste. Alors je vous parle froidement. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'objectif qu'on recherche en vous, monsieur Jean-Pierre Dupont, que vous soyez froid dans vos analyses, parce que la réalité, elle est plus importante que l'émotion. Donc, il faut dire que le développement, si on voudrait que le football puisse aider à développer un pays, il faudrait que la politique qui va gérer le football soit assainie et permettre de bien encadrer le football pour qu'il puisse être un élément qui participe au développement d'un pays. Je crois que c'est ce qu'il y a. Le problème, c'est que le régime de Paul Biya fonctionne comme toutes les dictatures. Vous êtes très jeune, mais je vous aurais parlé de la Roumanie, sous Ceausescu, je vous aurais parlé de Mobutu, je vous aurais parlé de Bokassa. Ce sont des pays où vous ne pouvez pas dire que voilà, vous êtes président de l'association des étudiants. On vous coupe la tête parce que le président est président de tout, y compris des baptêmes. Voilà, parce que la FECAFOOT, c'est le football. Le football, ça modélise les jeunes. Les jeunes, ce sont des électeurs potentiels. Le Cameroun, plus de 70% de la population du Cameroun a moins de 25 ans. Voilà, donc on ne va pas laisser ça aux gens. Qu'est-ce que Bombon Ndoya faisait à la FECAFOOT? Alors qu'il y a des gens comme Joseph Antoine Bain, vous avez des gens comme Roger Mila, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un entraîneur camerounais? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Je connais des Camerounais qui sont entraîneurs en Turquie et tout. Non, parce qu'il y a une fibre politique. Tout ça est calculé. Il y a des récupérations politiques. Vous pensez qu'il n'y a pas d'entraîneurs au Cameroun? Vous pensez qu'Omambi ne peut pas faire le travail que fait Max Brix? Mais on va dire que non, c'est un bâtard. Non, il a telle fibre, on va faire ceci. On ne peut pas mettre, comment on l'appelait, le footballeur, il est entraîneur maintenant. Il était quelque part en Turquie là-bas. On ne peut pas le mettre parce qu'il y a des connotations tribales. Mais voilà. Mais pourquoi? Oui, est-ce qu'il ne peut pas être... Il ne peut pas être à la tête de Lyon? Mais voilà. Mais on va prendre un expatrié parce qu'il y a des mabouilles. On va retirer de l'argent ici, là. On ne veut pas que ça profite à une tribu. On ne veut pas que ça profite à un leader politique, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Njolea. Dès mon époque, il était footballeur en France. Et son fils, qui s'appelait aussi Njolea, était footballeur en France. Il est venu au Cameroun proposer quelque chose pour le football. Biya a refusé. Parce que s'il réussit en football, il peut réussir en politique. Roger Mila, jouant à Montpellier, est venu avec des compagnies pour régler les problèmes de la poubelle. Mais non, c'est parce que ce Roger Mila, s'il réussit, oh, les bassins vont regarder ça comment? Peut-être qu'il va avoir des ambitions politiques, etc., etc. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Dupont, que c'est peut-être dans cette optique que, en dehors des légos personnels de M. Samuel Eto'o, est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est dans cette optique de ne pas laisser les gens penser que s'il est bon en football, il peut être bon en politique? C'est dans cette optique-là que le gouvernement, à travers son ministère de tutelle et tout ce qui va avec, essaie de lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il ne fasse pas bien son travail. Non, mais ce sont... on prête aux gens des arrière-pensées. Il faut que chacun soit à sa place. Mais nous sommes dans un pays d'esbrouf. Nous sommes dans un pays d'esbrouf. Si Samuel Eto'o n'avait pas donné des gages qu'il supportait bien, on n'aurait jamais permis qu'il soit avec la femme. Voilà. Mais là-dedans, il y a eu ce que j'appelle une double mitraille. Les gens de Biya ont cru qu'il se servait de Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o a cru qu'il pouvait faire l'âne pour brouter le foin. Parce que du jour où il a assisté à l'investiture de George Weah au Libéria, il n'a plus jamais fermé l'œil de la nuit. Il a naïvement cru
qu'il pouvait transposer sans transition ce qui s'est passé au Libéria, au Cameroun. Alors moi, j'ai vécu au Libéria dans une autre ville. Le Libéria, c'est pas le Cameroun. Dans une journée, avec la voiture, je peux parcourir tout le Libéria. Le Libéria, c'est pas le Cameroun. C'est la même chose que Niamsi a cru faire, qu'il allait se servir parce qu'il parle bien. Il ne savait pas que les gens qui le suivaient par sympathie pour Maurice Kamto. Il a cru que il pouvait subtilement glisser le supporter hypocrite de Kamto en remplaçant de Kamto. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle le parasitage de couvée. C'est une tactique chère à un oiseau qu'on appelle le coucou gris, qui pond ses œufs dans les nids des autres et pousse les enfants du vrai propriétaire en dehors du nid. Donc c'est ce que Samuel Eto'o a voulu faire, parce que, regardez bien, je ne juge pas, hein, j'analyse. Tout à fait, tout à fait. Observez le parcours de Georges Weah. Georges Weah, il était moitié analphabète. Ben, Victor Hugo disait que la première des guérisons, c'est de reconnaître qu'on est malade. Donc, conscient de ses insuffisances, il est reparti à l'école. Il est reparti à l'école, il s'est fait élire sénateur, il a été candidat 2 ou 3 fois, etc. Alors, Eto'o a voulu faire la même chose. Bon, il est allé obtenir un doctorat honoris causa, mais sauf que c'était un diplôme, ce n'est pas un diplôme académique, c'est un truc honorifique. Même Aïdjo l'avait eu, même Samuel Ndo, le président Maméto du Libéria, Sergent l'avait eu. Mais tout ça, il s'est dit qu'il va se faire élire au Cameroun. Il ne le dit pas, mais c'est un non-dit. Donc, les gens de Toudi ont un peu soupçonné parce que Ayolo lui a demandé, mais pourquoi veux-tu prendre la place de ton père? Il a géré la main sur le cœur que non, lui il s'intéressait qu'au football. Mais vous savez, le pouvoir, c'est une drogue. Donc, on a vu ces agissements et on s'est dit, mais un président avec la faute ne s'occupe pas comme ça. Parce qu'on a regardé les autres présidents de fédération. Ils pondent des communiqués, on dirait un chef d'État qui signe des décrets, etc. Les Camerounais, ils sont pas peut-être tous des footballeurs, mais ils ont de la mémoire. On n'a jamais vu un président de l'Afrique se comporter comme cela. Il connaît tous les hommes, je ne lui reproche pas, mais il connaît tous les chefs d'État, etc. Et à Eto'o, on a commencé à prendre peur. Alors on a décidé de lui tailler la laine sur le dos. Et il faut le faire sortir, qu'il sorte du trou. Voilà, pour le décrédibiliser. Il fait une interview où il dit non, je ne suis pas candidat, etc. On lui dit ça ne suffit pas. Il faut que tu aies à Banganté te montrer avec contexte et que tu dises clairement que tu votes pour le candidat. Voilà, histoire qu'on te verse définitivement l'huile de la sardine. Voilà. Merci, monsieur Dupont. Je pense que c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité concernant la victoire de Lyon et concernant. Mais on n'a pas fini. Vous allez me demander, la question que je m'attendais à ce que vous me posiez, était pourquoi est-ce qu'on empêche l'assistant de Marc Brix de s'asseoir sur le banc? Il faut toujours repartir à la genèse de toute chose pour comprendre. Sinon, si on prend le thé en route, on ne comprend pas. On est en porte-à-faux. Si j'avais été conseiller de Samuel Eto'o, quand il est devenu président de la FECAFO, je lui aurais dit une chose. Ne bouscule pas les gens que tu as trouvés. Mouele Kombi avait un ami d'enfance à qui on versait 5 millions de francs CFA par mois à ne rien foutre. Donc Samuel Eto'o arrive, il enlève. C'est Mouele Kombi qui a amené Concessao, Antonio Concessao. Il lui restait 2 mois à courir. Il enlève brutalement et il met Rigobertson. Ensuite, il met fin au contrat de coach sportif avec Yannick Noah. Ah ouais, oui. Ernest Obama, journaliste ignorant, traite Yannick Noah de français d'origine, de Camerounais d'origine française. Mais il oublie une chose. Là où est construit le palais de Toulouse, c'est le terrain qui appartient à la famille des Noirs. Tout à fait. Il oublie une autre chose. Paul Biya est certes Boulou,
de la branche de Yezoum par son père. Mais c'était un étourdi par sa mère. Il appartient à la branche des étourdis qu'on appelle les Yétotan. Donc c'était un cousin de Yannick. Voilà. Donc tout ça, ça joue contre vous. Parce qu'on te dit, mais toi tu es qui? Tu es le fils de qui? Qu'est-ce que tu as à présenter? Tu n'as que couru derrière une boule en cuir. C'est-à-dire footballeur. Mais il y a des choses. Dembar Gamboa, ce sont les cousins de Yannick Noah. Il n'appartient pas en quelque sorte à la classe des nobles. Merci. En français, ça s'appelle un roturier. C'est-à-dire que tu n'as pas le sang bleu. Tout à fait. Voilà. Si vous allez chez les Bamoun, on va t'appeler Moumoumpin, fils d'esclave. Voilà. Donc, tu peux jouer, mais tu n'es que roturier. Voilà. On a besoin de toi pour quelque chose, mais une fois que tu as donné ça, tu ne sais plus rien. Voilà. Mais là où dort bien, quand on fait le coup d'État, tentative de coup d'État le 6 avril 1984, pourquoi est-ce qu'on ne tue pas Paul Biya? Vous savez que le père de Yannick Noah, Simon Tara, s'est fait tuer ce jour. Mais il a dit à Biya, va te cacher sous le tunnel, parce que ta maman est Yétotan. Chez les Yétotan, on ne tue pas un enfant dans la famille de sa maman. Voilà. Donc, Yannick Noah est héritier là-bas. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand vous arrivez quelque part, il y a des choses que vous ne faites pas. Ce sont des sectes qui nous gouvernent. Vous qui me suivez souvent, en Afrique, il y a le monde du jour, il y a le monde de la nuit. Il y a le monde des morts et il y a le monde des vivants. Et il y a des gens qui ont la capacité d'interagir entre ces deux mondes. Voilà. Ce n'est pas ce que vous voyez à l'œil nu. Ma mère avait l'habitude de me dire, tu ramasses 50 millions à terre, en pleine rue. Tu penses que ceux qui sont passés avant n'ont pas vu? Ça t'attendait, toi? Voilà. Donc, je pense que, en gros, Samuel Eto'o devrait mettre de l'eau dans son vin et laisser M. Mununga s'asseoir à la place, à ce banc de touche, tout comme l'a fait les nobles, entre parenthèses, qui ont accepté de résilier le contrat de Conceição pour ses beaux yeux à lui. Donc, en gros, devrait aussi essayer de mettre en quelque sorte l'eau dans son vin. Oui, ça va coûter au Cameroun 1 milliard. Ça va coûter au Cameroun 1 milliard. Et on ne sait pas ce qui va se passer pour le corps sportif. Parce que là aussi, il faut dédommager. D'accord. Ayant dit ceci, je pense que c'était une parenthèse. Hein. Il faut rappeler que ce n'est pas une émission basée pour ceux qui sont... Non, ce n'est pas notre sujet. Tout à fait. C'était une mise en bouche pour ceux qui sont déjà un peu tentés de faire un rappel d'émotion en eux. En ce qui concerne les Églisiens, tenez-vous tranquille, ce n'est pas une émission consacrée à Samuel Eto'o, ni même au football. Mais cependant, Monsieur Dupont, nous avons assisté également à une actualité aussi qui a été assez forte sur les réseaux et même dans le champ politique au Cameroun, c'est la non-accession de Ferdinand Ngongo au comité central RDPC. Alors, Monsieur Dupont, à quoi est-ce qu'un congrès est-il important pour un parti? Parce qu'il faut dire que le RDPC n'a toujours pas tenu de congrès, mais a fait entrer de nouveaux membres au sein du comité central. Est-ce qu'il est possible de faire entrer de nouveaux membres dans un comité central sans tenir un congrès pour un parti politique? Bon, nous sommes en plein arbitraire. La semaine dernière, je ne sais pas si vous savez, vous que je parlais, je disais que le Cameroun est une démocrature. En sciences politiques, une démocrature, c'est un système autocrate, totalitaire, qui se dote, on va dire quoi, d'institutions fantoches, hermétiquement verrouillées, pour se donner un vernis de respectabilité et de fréquentabilité. Mais généralement, c'est destiné aux bailleurs de fonds. Pour dire, voilà, parce que les bailleurs de fonds, souvent, ils attachent des critères d'aide à ceux d'un état de droit. Donc, on fait cela. Je disais aussi, je ne sais pas si c'est chez vous que je l'ai dit,
le RDPC est une coquille vide. Je vous ai parlé de l'UNC tout à l'heure, le parti d'Aïdio, sur les cendres duquel a vu le jour le RDPC, une imagination de Senghor. Voilà, ils ont capté ces partis, ils ont juste changé de nom. Mais l'essence d'un parti politique, c'est son congrès. Parce que sinon, comment est-ce que vous avez les retours? Comment est-ce que vous faites de l'interactivité avec les militants de base? Vous avez les militants de base, c'est eux qui font remonter tout au niveau du comité directeur, au comité central, etc. On ne peut pas faire des choses sans faire de congrès. Chaque parti a un congrès. C'est ce qu'on appelle une messe annuelle. Mais le RDPC n'a pas un fonctionnement normal. Senghor est parti parce que comment imaginez-vous que le secrétaire politique d'un parti ne puisse pas rencontrer le président national? Donc, il a jeté l'éponge, etc. Donc, il n'y a pas, le RDPC ne fonctionne pas comme un parti normal. Le vrai patron du RDPC, c'est Paul Biya. Il est à lui tout seul, le RDPC. Les gens qu'on met là-bas, comité, machin, des Eve Emmanuel comme, je ne sais pas s'ils ont déjà rencontré Paul Biya une fois dans leur vie, mais c'est quelque chose qui est là comme ça. Le comité central du RDPC, c'est ce que j'appelle le cimetière, ou alors, on va dire quoi? Oui, le cimetière des vaniteux. C'est là où tous les vaniteux, on les met au placard en leur donnant l'impression qu'ils comptent pour quelque chose, ils rongent leurs freins là-bas. Mais un parti qui n'a pas de congrès, mais ce n'est pas un parti. C'est comme un étudiant qui ne passe jamais ses examens. Ça ne sert à rien. Comment est-ce que vous mesurez? Je ne sais pas si c'est encore chez vous que je disais que le RDPC n'a même pas 10 000 francs CFA dans ses caisses, parce que les militants du RDPC n'ont pas les cartes. Alors, vous avez, de qui tenez-vous vos recettes? Et c'est pour ça que le RDPC est un parti État. C'est-à-dire, on confond les choses de l'administration avec les choses du RDPC. Est-ce que le RDPC n'a pas de local? Même à Yaoundé, ils n'ont pas de siège. Là où ils siègent, ça ne leur appartient pas. Il faut parler des congrès. Voilà. Ils se servent de... On les a chassés du palais de congrès. Ils sont quelque part là, un ami m'a indiqué. Ils louent là-bas. Regardez quand les partis, l'élection arrive. Ben, ils vont mobiliser les fonctionnaires, les préfets, pour aller porter la parole du RDPC. Et ils vous donnent tous les moyens, ils vous payent. Au lieu que vous fassiez ce pourquoi vous êtes entré dans l'administration, ils vous envoient porter la bonne nouvelle dans vos villages. Si vous êtes l'élite d'un village comme chez moi dans le Bayo-Bagno, vous devez aller porter la parole auprès de vôtre. Un ami me disait que quand vous entrez à l'ENAM, vous n'êtes pas membre du RDPC, mais quand vous en sortez, vous en êtes un membre. Voilà. Donc, vous me posez la question sur ce qui semble rationnel ou pas, mais au Cameroun, on marche sur la tête. Rien n'est rationnel. S'il fallait respecter les tests stricts de la propre constitution du Cameroun et les tests du RDPC, Paul Biya serait disqualifié pour être candidat en 2025. On est Merci. au Cameroun, c'est le Cameroun. Merci pour cet élément de réponse, Monsieur Dupont, parce que tout ce qui se passe au Cameroun ne cesse pas d'attirer notre curiosité, de savoir si c'est normal. Parce que il faut dire que dans le contexte où nous sommes, nous avons l'impression qu'au jour le jour, on ne fait qu'écarter la norme et normaliser l'écart. Et ça ne cesse pas d'interroger notre intelligence, de savoir est-ce que tout cela est possible et de savoir si dans un Cameroun nouveau, les choses seront différentes. C'est à ça que nous aspirons et c'est à ça que nous appelons. Vous me dites que est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir quelqu'un qui a 92 ans au pouvoir? Est-ce que c'est normal d'avoir un pays où on ne tient jamais de conseil des ministres? Un pays où il n'y a pas de remaniement ministériel? Est-ce que c'est normal qu'on vous coupe l'électricité toutes les 15 minutes? Etc. etc. C'est normal qu'on n'ait pas d'hôpitaux, que les autoroutes soient des cimetières à ciel ouvert, autant de choses. Est-ce que c'est normal pour un pays comme le Cameroun, jadis
ayant jadis eu l'autosuffisance alimentaire qui nourrissait les autres pays, mais au Cameroun, des gens meurent d'empoisonnement, mais ce n'est pas qu'on vous a empoisonné. J'ai une amie qui va en vacances là-bas qui meurt, on nous dit qu'on l'a empoisonné, on veut l'autopsie, non, personne ne l'a empoisonné. C'est une intoxication alimentaire. Des aliments avariés là-bas. C'est triste, c'est triste. Malheureusement, c'est la réalité actuelle de notre pays. Et je pense que, comme l'a dit Monsieur Jean-Pierre Dupont et moi-même, c'est dans cette optique que nous travaillons pour voir un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur, un Cameroun où des gens puissent avoir ou alors manger des produits contrôlés et que l'organisme, je crois qu'il est la norme, soit capable de faire son travail. Cependant, nous allons entrer dans le vif du sujet, Monsieur Dupont. Alors, l'UPC et le Maquis, naissance de ces deux, je vais dire, ces deux appareils qui ont été des appareils de lutte pendant la guerre du colon, pendant la domination du Cameroun par la France. Il est question de savoir, pour certains, y compris moi-même, de savoir comment est né l'UPC, M. Dupont. À la suite de quoi? Pardon? Comment est né l'UPC? À la suite de quoi? L'UPC est né à la suite du congrès constitutif du RDA, Rassemblement démocratique africain, lors de leur congrès constitutif à Bamako en 1946. Le Rassemblement démocratique africain était une initiative de Félix Houphouët-Boigny, le tout premier président ivoirien, qui avait créé à l'origine une amicale des planteurs. Il était lui-même un grand planteur, propriétaire de terrain. Et à la suite, on va dire quoi, des revendications à l'école, etc., il a mué cette amicale des planteurs en rassemblement politique. Dans le premier congrès constitutif de ce rassemblement, qui se voulait une fédération, a eu lieu au Mali en 1946. Et le deuxième a eu lieu à Abidjan. Et au sorti du congrès d'Abidjan, un des vice-présidents s'appelait Robert Oumou. L'UPC a eu lieu le jour le 10 avril 1946. Pardon, 1948. C'était dans un café chez Serra à Nubel-Bassa. Et là-dedans, il y avait 12 personnes. Mais n'y figurait pas Oumou. C'est 3 ans plus tard, en 1951, qu'il va rejoindre. Donc, il n'était pas parmi les créateurs de l'UPC, parce que lui, il était syndicaliste. Il y avait beaucoup de syndicats au Cameroun. Il y avait une amicale des syndicats, l'Union des syndicats, confédérés du Cameroun. Initiative de 2 communistes français. L'un était enseignant et l'autre était chez lui. Donna, et il y avait un autre qui s'appelait Donna, et Soulier. Donc, c'est eux qui vont conscientiser les Camerounais à la chose associative, à la culture du syndicalisme et à la culture de la revendication. Voilà pourquoi l'UPC va hériter de la réputation d'un mouvement communiste. Parce que les inspirateurs de ces syndicats étaient les communistes français. Comme ça va se faire partout en Afrique de l'Ouest également. Voilà. Mais l'UPC est né dans ces conditions. Mais le projet de l'UPC était celui... parce que nous sommes après la conférence de Brazzaville de janvier 1944, où le général de Gaulle avait promis qu'on accorderait plus de mouvements, plus de liberté, on abolirait ce qu'on appelait le régime de l'indigénat, c'est-à-dire, pour parler français, l'apartheid. Au retour de la conférence de Brazzaville, on a assisté à des états généraux de la colonisation. C'est-à-dire que les colons se sont réunis pour saboter le projet de la conférence de Brazzaville. Ils étaient contre le fait qu'on veuille accorder beaucoup de liberté d'association à des indigènes. On a supprimé les collèges électoraux, parce qu'il y avait 2 collèges électoraux.
Le premier au sein duquel votaient les colons, et le second au sein duquel votaient les Indiens. Donc, à partir de la conférence de Brazzaville, on a dit on allait arriver tout cela. C'est vrai que c'était hypocrite, mais ça ouvrait la porte à des aspirations nouvelles. Donc, l'UPC est né dans ce contexte, mais que la revendication essentielle de l'UPC n'était pas l'indépendance immédiatement. C'était la réunification du Cameroun dans son intégrité territoriale, telle que sous l'Allemagne, et que le Cameroun soit administré sous une administration unique. Il fallait dissoudre, ou alors, oui, il fallait dissoudre la résolution, supprimer la résolution des Nations Unies ayant donné le mandat à la France d'administrer le Cameroun, s'inspirant de ce qui s'était passé au Vietnam. Donc voilà le contexte dans lequel l'UPC est né, mais l'UPC aussi non seulement venu l'indépendance, après tout ce que j'ai dit, mais l'autre projet de l'UPC s'était détaché du joug colonial, mais et d'adopter le panafricanisme intégral. Voilà. C'est-à-dire, Oumnoubé disait, avant que tu vends ton Gabon à la France, il faut t'assurer que le Gabon là, il faut t'assurer que la République centrafricaine là, le Bangui Jarry à l'époque, etc. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'il entrevoyait le panafricanisme. Donc, voilà les conditions qui ont entouré la naissance de l'UPC. Alors, monsieur Dupont, donc, il faut dire que l'UPC part du fait d'un mouvement syndicaliste, il faut le dire, à un parti politique. Tout à fait, parce que les syndicats... Tout à fait, mais un syndicat, qu'est-ce qu'il fait? Un syndicat revendique les meilleures conditions de travail. Les meilleures conditions de travail, le bien-être de ses membres, qui sont les travailleurs. Mais quand vous poussez le bouchon un peu loin, vous ne pouvez pas faire tout cela si vous êtes assujetti, si vous êtes en situation de colonie. Donc, il faut mettre en place un parti politique, parce qu'un syndicat n'est pas un parti politique. On met en place un parti politique pour canaliser les revendications. Donc, l'UPC avait compris que lutter pour la cause d'une masse était moins importante que lutter pour la libération entière, et comme ça, si elle avait porté, elle avait eu la... Ou alors, si elle avait défendu la cause au plus haut sommet, qui était de faire partir le colon, pour qu'en fait, au niveau des classes basses ou inférieures, on puisse avoir les meilleures conditions qui vont découler tout seul du fait qu'ils ont déjà participé, ou alors ils ont finalement chassé le colon. Donc il faut dire que c'est en fait la revendication, les syndicalistes, elles se migrent en parti politique parce qu'ils estiment que le nœud du problème se trouve au sommet de l'État, qui est le niveau. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Dupont? Vous me recevez? Oui, je vous reçois, parfait. Voilà. Ouais, je disais ceci. Donc, il faut dire que l'UPC comprend donc à la suite que le syndicat était bien petit parce que vous avez dit qu'il fallait, dans leur première intention, réunir le Cameroun. Mais ensuite, la cause à la base était de défendre les conditions de travail d'une catégorie de personnes dans un secteur. Et ensuite, il fallait réunir le Cameroun. Est-ce que la réunification du Cameroun, c'est ce qui a amené l'UPC, premièrement, à se constituer en parti politique, ou alors c'était la chasse du colon qui a, n'est-ce pas, amené l'UPC à se constituer en parti politique? Quelle était la première motivation des deux? Oui, mais quand vous opérez dans le cadre d'un syndicat, vous défendez les intérêts des gens qui sont membres de ce syndicat.
Je vous rappelle qu'au Cameroun, il y avait plusieurs syndicats. C'est pour ça qu'ils ont constitué l'Union des syndicats confédérés. C'est-à-dire on a une confédération des syndicats, mutualiser les moyens. Mais quand vous êtes dans un cadre syndical, vous défendez forcément les intérêts de vos adhérents. C'est comme quand vous avez un parti politique, vous défendez les vôtres. Bon, quand ils ont créé le parti politique, ils ont créé l'UPC, c'était parce qu'un syndicat n'est pas un parti politique. Ce que vous revendiquez dans le cadre d'un syndicat, vous ne le revendiquez que pour les membres de ce syndicat. À contrario, quand vous portez une revendication à caractère national, il faut que ça se fasse dans le cadre de ce que autorise la loi, en l'occurrence des partis politiques. L'UPC n'a pas fait ça pour chasser les colons, comme vous dites, parce que le Cameroun avait un statut particulier. Le Cameroun avait le Togo, avait des statuts particuliers. Le Cameroun était un État associé à l'État français. Était associé à l'État français. Donc, qu'est-ce que les Camerounais voulaient? Ils voulaient avoir la gestion de leur destin, conduire leurs propres affaires, quitte à collaborer avec les autres, comme ça s'est fait. Mais les Camerounais, parce que dire que chasser les colons, ça donne une connotation xénophobe. Voilà, les Camerounais n'avaient rien contre les colons en tant que personne ou en tant que blanc, mais ils voulaient assumer la gestion des affaires de leur pays, comme ça se faisait ailleurs, quitte à nouer des relations amicales plus tard. Donc, on se constitue en parti politique pour porter la revendication. Parce que ce que les colons avaient fait, le projet de Lupola, qui a créé un parti, le BDC, en 1951, consistait à dire, voilà, comme on nous demande de donner l'indépendance, on va la donner sans la donner, en substituant les gouverneurs à la peau blanche par des gouverneurs à la peau noire, mais qui pratiquent notre politique. Je prends un peu d'avance. Lorsque Jean Ramadi arrive au Cameroun, quand ils vont constater que malgré les 7 ans d'existence légale de l'UPC, qui voit le jour le 10 avril 1948 et qui est dissous le 13 juillet 1955, les Français constatent que malgré ce laps de temps, l'UPC a gagné le cœur des Camerounais. Son combat. Donc on dit, voilà, on ne peut pas combattre les idées de l'UPC, on va mettre l'UPC hors d'état de nuit en la rendant, puisque c'est une union clandestine, mais on va appliquer les idées de l'UPC sans l'UPC. Voilà. Et c'est ce qu'on propose à André-Marie Mbida, qui n'a pas compris que la France avait évolué et qu'il fallait évoluer avec elle. Voilà. Mais quand on crée, le combat de l'UPC était un combat politique, dans un premier temps. Nous allons venir à la partie du maquis. Mais c'était un combat des idées. Est-ce que M. Dupont, à cette époque, l'UPC était le seul parti ou alors la seule... parce que vous avez dit que c'était une union à cette époque, mais est-ce que c'était le seul, si je veux parler d'un parti politique, est-ce que c'était le seul parti à revendiquer le départ du colon à cette époque? Pourquoi ce n'est que l'UPC qui on a tant entendu parler que de l'UPC? Est-ce qu'à cette période-là, c'était que l'UPC qui avait une volonté manifeste de faire partir le colon? Oh, vous savez, les autres partis étaient des partis fantoches. Comme ce que nous voyons aujourd'hui, c'était des partis créés à la va-vite. Aucun leader de l'UPC, vous lisez des choses sur l'UPC, malgré la popularité de l'UPC, aucun leader de l'UPC n'a gagné la moindre élection au Cameroun. C'est étonnant et paradoxal. Mais pourquoi? Parce que les colons, au moyen du bourrage des urnes, le RDPC n'a rien inventé, Aïdjo n'a rien inventé en matière de bourrage des urnes. Au moyen de bourrage des urnes, les colons se sont assurés qu'ils étaient des urnes. La première élection à laquelle Omiobe a pris part, c'était en juin, je crois, 51, mais on va s'arranger pour lui barrer la route. On ne lui donne pas les moyens, on fait comme ce qui est en train de se faire avec le MRC. On hésite à dire s'il sera candidat ou pas, s'il aura droit. Et au dernier moment, on lui dit, vous pouvez y aller. Mais ils n'ont pas eu le temps de battre campagne.
Et dans les bureaux des assesseurs, ce sont des chefs corrompus, etc., qu'on va mettre là-bas. On va favoriser des gens comme André Fouda, qui sont à la botte du colon, qui vont créer des partis fantoches, etc. On va voir des gens comme André-Marie Lida qui va plus tard militer dans le parti, le BDC de lui, Paul Odoula, et Dieu va faire carrière là-bas aussi. Tous ces gens-là. Mais si vous regardez les archives, il n'y a pas un seul endroit où Ahidjo revendique l'indépendance. Rien. Même de façon hypocrite. Si vous lisez les mémoires que je vous recommande de Pierre Mesmer, il a été au commissaire au Cameroun, il a été au commissaire à Brazza, à Abidjan, à Dakar, il a été le ministre de la Défense de De Gaulle, on disait ministre de la Guerre, et c'est le dernier premier ministre de Pompidou, Pierre Mesmer. Le livre s'appelle Les Blancs s'en vont. Il dit, nous, la France, avons donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins ou qui ne la réclamaient pas du tout. Voilà. Donc, vous me dites, est-ce que l'UPC était le seul parti? Oui, c'était le seul parti nationaliste qui revendiquait. On avait des partis fantoches. On en a eu après, même quand l'UPC a été dissous. Si vous regardez l'élection du 23 décembre 1956, l'élection à laquelle l'UPC n'a pas pris part pour cause d'interdiction, l'élection du 23 décembre 1956, où Ahidjo, son parti, c'est l'Union camerounaise, ancêtre de l'UNC, est venu en tête avec 31 sièges, talonné par le Parti des démocrates camerounais d'André-Marie Bida, et suivi par celui de Ndjoumessi, qui a tourné Kazakh, parce que c'était le premier président de l'UPC en 50, créateur de Koumze. Mais il n'y avait pas de parti nationaliste là-bas. Il y avait un parti, mais qui est sorti dernier, qui était le parti de ce peuple, qui s'appelait Mouvement Civique, quelque chose comme ça. On avait là-dedans Richard Lassalle. Mais de l'époque de l'UPC, le seul parti, il y avait celui de Bébé, comment on l'appelle, Bébé Yidi, à la ville frère de Francis Bébé. Voilà. C'est un ancien de la France libre. Il a fait la guerre avec De Gaulle, bon, il est médecin, etc. C'est l'homme qui a fait sortir Oumnobé de la clandestinité quelques semaines avant sa mort pour le soigner. Parce que Oumnobé avait été opéré en bourse. Il a envoyé un camion là-bas avec un fût. Oumnobé s'est mis sous le fût et il est venu. On l'a supplié de ne pas repartir. 2 semaines plus tard, on apprenait son assassinat. Donc, le seul véritable parti était celui-là. Et au sein de l'UPC, on avait des gens de tous les pays. Parce que, quand vous entendez Roland Félix Moumi, c'était un babou. Quand vous entendez parler de Ernest Wandji, il était de Bana. Mais Wandji connaissait Ahidjo, à l'UPS, École primaire supérieure, les Yaoundé. Ahidjo avait été recalé une première fois, Wandji était brillant. Donc il y a ces frustrations, il y a ces rancunes qui vont venir se greffer avec la politique, etc. etc. Je n'anticipe pas, j'attends que vous me posiez les questions, sinon je vais déborder. C'est mieux comme ça, c'est mieux, M. Dupont. Donc, il faut dire que les revendications de l'UPC à cette époque étaient la réunification du Cameroun et une indépendance totale, c'est-à-dire un Cameroun dirigé par ses propres dirigeants, a finalement eu le jour après ou alors sans l'UPC. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Ils ont appliqué les idéaux de l'UPC sans l'UPC. Est-ce que c'était cela qu'il fallait comprendre? Non. Oui et non. C'était le projet. C'est-à-dire que quand on a supprimé l'UPC, on a dissous l'UPC. Pourquoi est-ce qu'on a dissous l'UPC? Oumnobé a fait 4 pétitions aux Nations Unies. Et il revient, son dernier voyage remonte en 54, je crois. Quand il revient, il y a des images pour ça. Il a fait des discours aux Nations Unies où demande un programme de gouvernement, etc. Il dit que nous sommes prêts. Donc, quand il revient lors de sa 4e et dernière visite de l'ONU, il est attendu au pied de l'avion par une convocation. C'est la plainte d'un colon qui s'appelle Gilles. Un colon français, on l'accuse d'escroquerie. Donc, il y a l'état-major de l'UPC qui s'est réuni, et on consulte tout le monde lui dit non. Si tu vas là-bas, tu ne vas pas sortir vivant. Tu as été aux Nations Unies. Donc lui, il se retire, il se met au maquis.
il se met au maquis, pas pour faire du mal à quiconque, pour se protéger, dans un premier temps. Après, ça va basculer. Je sais qu'on va en parler. Après, ça va basculer. Mais je situe les dates et les raisons de la dissolution de l'UPC. Ensuite, en mai 55 à Douala, les colons vont provoquer l'UPC. Je vous ai dit qu'on va tenir les états généraux de la colonie. Et les colons qui passaient leurs vacances en Afrique du Sud sont armés. Et ils se mettent à tirer sur les gens. Donc, les gens se défendent. Il y a des débordements. Donc, c'est suite aux événements de mai 1955 à Douala que l'UPC va être dissoute le 13 juillet 1955. Le décret de dissolution est signé par Edgar Faure. Il était alors le président du Conseil des ministres. C'est comme ça qu'on appelait le Premier ministre en France à l'époque. Qui est un système du Premier ministre italien parce que le système en France était parlementaire. Donc, l'UPC est dissoute dans ces conditions. Parce qu'on cherchait un moyen de pousser l'UPC dans la clandestinité et pour la mater. Que c'était un plan savamment orchestré par le colon de ramener l'UPC qui était légaliste à la clandestinité afin de tuer ses idéologies et de tuer l'UPC même en soi. Donc, Monsieur Dupont, est-ce que Monsieur Oumniobel, lorsqu'il entre dans le maquis, est-ce que tout l'UPC, c'est-à-dire tous ces acteurs, les Ernest Ouandié, les Félix Mounier, les Ousseini Afandé, tous se retrouvent à entrer dans le maquis comme lui, ou alors ce n'est que Oumniobel qui commence le maquis? Non, c'est Oumniobel qui commence le maquis à Oumniobel. Il va avoir plusieurs maquis. Mais le maquis de Oumniobel, c'est le premier, mais c'est lui qu'on appelle aussi le grand maquis. C'est parce que c'est à partir de là qu'il va instituer ce qu'on appelle le CNO, Comité national d'organisation, dont la colonne vertébrale était à l'étranger, les UP6 qui étaient en exil. Lui, il va en exil dans un premier temps pour échapper à cette convocation. Il se met à l'abri. Abel King, Ernest Ouandié et Roland Félix Mounier vont aller dans la clandestinité. Ils ne vont pas aller dans le maquis. Ils vont aller en exil. Ils vont en exil pourquoi? Parce que je vous rappelle que Oumniobel se trouve dans le maquis lorsque on dissout l'UPC en 1955. Lui, il est déjà dans le maquis. Il revient de sa dernière tournée en 1954. Lui, il est dans le maquis. Il y a des élections législatives parce que le Cameroun a eu 3 assemblées. On va avoir l'assemblée représentative du Cameroun, où on n'avait pas les grands pouvoirs. On va avoir l'assemblée territoriale du Cameroun. On va avoir les délégués et des conseillers. Mais la première assemblée qui va disposer véritablement des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire de voter des lois, c'est celle qui sera issue des élections du 23 décembre 1956. L'UPC n'a pas le droit de prendre part à ces élections. L'UPC lance un mot d'ordre du boycott. Roland Félix Mounier fait une réunion à Douala. Il y a beaucoup de gens. Il en fait une autre à Yaoundé. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gendarmes qui veulent intervenir. Ils se font tabasser par la foule. On autorise de les retrouver. Très bien. L'ALCAM, c'est la deuxième. Merci à Momo. L'ALCAM, c'est l'ALCAM, Assemblée législative du Cameroun, qui succède à l'ATCAM et à l'ALCAM, qui va voir le jour après les élections du 23 décembre 56. Donc, Roland Félix Mounier, Ernest Ouandié et Abel Kingé prennent la fuite et ils vont à Kumba. Et la France obtient, parce que Kumba, on n'a pas encore la réunification, donc Kumba est encore sous administration britannique. Donc, la France a obtenu des Britanniques de les expulser. On va les expulser au Soudan, ils vont aller en Égypte, et ils vont se retrouver une partie une partie en Guinée, à Conakry, et une partie au Ghana, chez Kwame Nkrumah. Et parmi les opposants, les nationalistes, on va assister à des querelles
le camp est scindé en deux, entre pro-chinois et pro-soviétique. Donc, pour répondre à votre question, eux, ils ne sont pas dans le maquis. Ils vont aller à combat, d'où ils vont être expulsés, etc. Donc, pendant ce temps, c'est Oumniobé qui mène le maquis seul. Pendant ce temps. Lui mène le maquis seul, mais il est à la tête du CNO, Comité national d'organisation, qui en fait, on peut dire que c'était un gouvernement en exil. Il conçoit la stratégie politique là-bas, il coordonne les logistiques de combat, parce que Oumniobé, c'était un non-violent. Les mouvements qu'il y a eu le 23 décembre 1956, où on a assassiné des gens, on a assassiné le médecin de Longué à Edea, Samuel Pouma, une autre a échappé, etc., les déraillements. Oumniobé est contre la violence. Même quand il crée le maquis de Boumyébel, il ne porte pas d'armes. Parce qu'il s'est dit que si vous allez dans les mouvements de violence, ça va nous discréditer, etc. Et effectivement, les gens vont les traiter de bandits. Aujourd'hui encore, c'est ce que les gens faisaient déjà à l'époque. Donc lui n'est pas pour la violence. Mais dans le même temps, beaucoup plus tard, en 1957, on a Martin Senga qui abandonne ses études pour créer un autre mouvement qui va s'appeler le Sinistre de la Défense Nationale du Cameroun. SDKN. Et ça, c'est à l'ouest. Et ça, c'est le deuxième maquis. Et beaucoup plus tard, nous allons avoir l'Armée de Libération Nationale du Cameroun. ALNK. ALNK. Mais ça sera une fusion. On peut appeler ça une fusion. Ça sera une fédération du CNO et du Sinistre de la Défense Nationale du Cameroun. De Martin Senga. Voilà pour les maquis. Donc, il faut comprendre que d'un côté, on a Oumniobé qui développe de la non-violence. La théorie n'est pas partagée par qu'il faut un rapport de force. S'il faut comprendre ça comme ça. Non, Oumniobé n'est pas... c'est un pacifique. Il s'est dit que si vous allez dans des histoires de violence, ça peut discréditer parce que il a étudié la politique, il a étudié les autres mouvements révolutionnaires. Il s'inspirait de ce qui s'était passé au Vietnam. Mais il a compris qu'on ne pouvait pas... on appelait Ho Chi Minh. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé au Vietnam. Parce que lui, il est à Boumyébel. Boumyébel ne fait frontière avec aucun pays étranger. Or, les Vietnamiens étaient adossés sur la Chine. Ils avaient déjà mené 35 ans de combat. L'UPC n'a eu que 7 ans d'existence légale. Boumyébel n'était pas adossé à une frontière. Donc, son combat était celui du dialogue, mais des revendications basées sur le droit. Voilà pourquoi il a fait 4 pétitions aux Nations Unies pour présenter le cas. Mais c'était un anti-violent. Parce que lorsque Pierre Mesmer arrive... Est-ce que monsieur Dupont, à la suite des pétitions faites par monsieur Oumniobé, est-ce qu'il y a eu des retours suite à cette pétition faite? Il y a eu des retours parce que l'Assemblée générale des Nations Unies a envoyé des commissions au Cameroun. Et ces commissions, j'espère qu'on fera un direct distinct dessus, ces commissions, à tout le temps, on a mis les Camerounais devant, ils ont dit non, tout va bien, etc. C'est comme aujourd'hui, vous avez des organisations, qu'on demande, à qui on demande, à la diaspora aujourd'hui, on dit non, monsieur Biya, mais il y a des élections libres au Cameroun, les prisonniers sont, il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun, c'est les Camerounais qui le disent. Donc ça se faisait déjà à l'époque. Ça se faisait déjà. Donc, il y a des commissions qui sont venues au Cameroun enquêter. Même à Genève, si vous voulez, je vous propose une émission distincte dessus. Même à Genève, je vais vous dire même comment Roland Félix Moumier et Bébé et Idi vont à New York à la veille de l'indépendance rencontrer Ahidjo. Mais Ahidjo est encadré par des Français. On ne le laisse pas parler à ses compatriotes. Parce qu'à un moment,
Roland Moumier va lui dire, mon frère, nous sommes des Camerounais. Voilà. Si tu veux être président, on va te laisser. Mais voilà, voyons-nous, parlons-nous. Nous sommes enfants d'un même pays. Mais on ne va pas laisser Ahidjo le rencontrer. Ahidjo, je vais vous trouver des images. Ahidjo est assis, encadré par ses maîtres français. On l'amène à l'hôtel, on l'amène partout. Il ne doit pas rencontrer les Camerounais. Roland Félix Moumier a fait le déplacement à New York avec Bébé Idi pour dire à Ahidjo, nous sommes des frères. Malgré nos différences politiques, c'est le Cameroun qui compte. Si tu veux être président, on te laisse être président. Mais parle pour les Camerounais. Les Français l'ont encadré. Donc, il y a eu des retours. Et c'est pour ça qu'il fallait se débarrasser de Oumyobé. Parce que Oumyobé, lui, il n'est pas dans la violence. Il est sur le droit. Il a regardé ce qui s'est passé au Vietnam. Et il dit, nous sommes suffisamment grands. Parce que Oumyobé se rend compte. Parce que beaucoup de gens pensaient que le Cameroun était une colonie française. Oumyobé était une colonie allemande. Bon, je reviendrai sur le statut. Parce qu'il y a des gens qui disent que le Cameroun n'a été que protectorat. Mais en fait, il a été protectorat en 1884, mais à partir de 1900, il est devenu une simple colonie. Je vous expliquerai en droit international la nuance de la sémantique. Je tiens à rappeler que nous sommes dans une série de longues lives, c'est-à-dire que nous allons programmer de nombreux panels pour expliquer sur plusieurs sujets l'histoire du Cameroun. Donc, le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure en fait partie. Nous allons travailler ensemble et nous allons ramener ça sur la place publique pour la guise des Camerounais. Mais cependant, on a l'UPC, monsieur Dupont, est-ce que dans le maquis qui a commencé à Boumniebel, parce que quand j'ai entendu le discours de André-Marie Lida, il s'adressait aux populations de Boumniebel et en particulier aux maquisards qui disaient qu'ils devraient arrêter les tueries de leurs frères. Les maquisards devraient arrêter de tuer leurs frères. Alors, est-ce que dans le maquis de Oumyobé qui s'est déroulé à Boumniebel, est-ce qu'il y avait des collabos ou il y avait des pro-maquis? Et comment ça s'est passé? Pourquoi le discours d'André-Marie Lida appelait les maquisards à cesser les tueries sur leurs frères? Non, il y a eu des débordements. Il y a eu des débordements parce que on a imposé la violence à l'UPC. Il fallait bien qu'il se défende. Avant que l'UPC ne soit dissoute, il n'y avait pas de maquis. Il n'y avait pas de maquis. Et l'UPC était entendu parce que l'UPC avait formé ses militants à travers tout le Cameroun. Les gens ne parlent pas du Nord, mais les gens ne savent pas qu'au Nord, il y avait les UPCistes. L'UPC avait quadrillé le territoire. Voilà pourquoi le premier président de l'UPC, c'était un Américain. Martin Jumési, qui était le président de Koumzé. Oumyobé disait, quand on lui demandait qui était le patron de l'UPC, il disait que c'était Moumier. Moumier disait, mais non, c'est pas moi. Le vrai patron de l'UPC, c'est Oumyobé. Parce que Oumyobé n'était pas dans ces considérations de personnes et de titres. Voilà, lui n'était pas dans ça. Et il était anti-violence. Il essayait d'éduquer les gens. Mais les gens se défendaient. Parce que les méthodes qu'ils ont appliquées en Sanaga maritime, ce sont les mêmes méthodes en Algérie et au Vietnam. Les razzias, etc. On sort les gens de leur maison, on brûle leur maison, on les allie le long du chemin de fer, etc. Donc les gens se défendaient. Voilà. Donc il n'était pas... il n'écoutait pas Oumyobé, mais les gens se défendaient. Oumyobé, lui, n'a jamais porté d'armes. Même quand il était dans le maquis. Mais est-ce qu'il y avait des collabos? Oui, il y avait des collabos. Comment est-ce qu'on arrête Oumyobé? Mais avant d'en arriver à son arrestation, Oumyobé mangeait très mal. On ne faisait pas à manger parce que l'armée avait les supplétifs africains quadriller les endroits. Si on voyait la moindre fumée, donc il mangeait mal. Il se nourrissait de fruits essentiellement, mais on ne pouvait pas faire de repas chauds. Et il tombe malade en brousse, on l'a opéré en brousse avec les moyens rudimentaires. Et Bébé Idi, qui était médecin, fait tout pour envoyer un camion, on va le cacher dans un fût, il va le soigner à Douala. Et il le supplie, il dit rends-toi, etc. Il ne veut pas se rendre, il repart. Parce que lui, l'objectif, il porte un message. Alors, il dit qu'on l'appelle le podol. Pour le podol, c'est celui qui porte la parole des siens. Donc, il y a
un médecin, un évêque, Monseigneur Thomas Mongo, un bassin, il était à Douala, et il va voir Pierre Messmer, le gouverneur, et lui dit, écoute, je suis très mal à l'aise. Oumnoubé, c'est un frère, c'est un matin, je le connais. Ce n'est pas un homme comme je le lis dans les journaux. Laissez-moi aller le voir. Pierre Messmer dit que je vous donne un avion, tout ce que vous voulez, vous allez. Il va en gros rencontrer Oumnoubé. Donc, il explique à Oumnoubé, voilà, si tu te rends, etc. Parce que quand il y a eu les élections législatives le 23 décembre 1956, à Edea, il y a 2 postes qui n'ont pas été pourvus. On a assassiné le docteur Delonguet et Samuel Pouma. Donc, ces postes sont vacants. Donc, le gouverneur dit, on va faire sortir Oumnoubé pour le ramener dans le jeu légal de la politique. Et il pourra occuper un de ces postes de député vacants. Oumnoubé lui dit, je ne peux pas accepter, c'est comme si j'ai trahi les miens. Ce que je propose, ce que on me confie, puisque mon parti est majoritaire, on me confie, comme on a fait en Guinée avec Sékou Touré, le poste de Premier ministre et je vais faire la paix avec tout le monde. Donc, Monseigneur Mongo rend compte au commissaire Pierre Messmer. Pierre Messmer lui dit, il écrit une lettre à Oumnoubé, il lui dit, je pense que ça fait longtemps que vous êtes dans la brousse, vous avez